va se baser sur cette définition-là que je vous ai mis à l'écran, que je vous ai retranscrit en entier. Donc, le texte de la directive des Green Claims fait référence à cette définition qui est nommée dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Et donc, une allégation environnementale, c'est tout message ou toute déclaration non obligatoire, donc que ce soit un texte, une image, une représentation graphique, un symbole ou autre, en vertu du droit européen, sous quelque forme que ce soit. Donc, ça comprend aussi les labels, et qui affirme ou suggère qu'un produit professionnel a donc une incidence positive ou nulle sur l'environnement, donc tout ce qui est amélioration des performances environnementales, etc., qui est moins préjudiciable ou qui a amélioré son incidence environnementale en diminuant son impact kilo équivalent CO2, par exemple. Donc c'est l'ensemble, et on va voir que c'est très large, de ces déclarations environnementales. Voilà, pour qu'on sache un petit peu plus de quoi on parle dès le début sur cette directive. Alors, il faut distinguer, la directive distingue deux grands types d'allégations. Alors, les définitions ne sont pas forcément extrêmement claires, mais je vous les ai remis ici. On va voir avec pas mal d'exemples visuels comment les différencier. Mais donc, la directive parle d'allégations environnementales explicites. Donc, c'est sous une forme de texte, donc vraiment explicite, par exemple, conçu pour durer, ou qui fait partie d'un label de durabilité. Alors, un label de durabilité, au sens du texte, c'est au sens de la durabilité générale, au sens développement durable, plutôt RSE. Voilà, ce qui est un terme qu'on ne distingue pas en français, qui est distingué en anglais, hein, où on parle de sustainability ou de durability. Ici, en français, on parle de durabilité au sens large. On label de durabilité, donc c'est tout ce qui est RSE, développement durable. Et on a une allégation environnementale générique, donc qui, elle, ne fait pas partie d'un label de durabilité, ou lorsque l'allégation n'est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur un support. Ces allégations-là ne seront pas conformes à ce qui est demandé dans la directive Green Claims, dans les articles. On va voir de manière un petit peu plus concrète ce que ça représente une allégation générique. On va vous mettre des exemples juste après, parce que voilà, il faut quand même venir étoffer ces définitions qui sont dans la directive. Voilà, donc je vous ai mis quelques exemples d'allégations. On est vraiment entouré d'allégations environnementales aujourd'hui, hein. Si vous regardez autour de vous sur vos produits, sur les publicités, il y a énormément, de plus en plus de messages, parce que les fabricants ont bien compris le levier que ça pouvait être de faire entendre les efforts qu'ils font en termes d'impact environnemental. Et donc, on se retrouve parfois avec des allégations environnementales qui sont très vagues, très larges et très peu spécifiques. Écologique, recyclable, zéro carbone pour 2030. En transition, on a aussi beaucoup éco-conçu, éco-conception, durable. Là, on a un bon pour la planète, par exemple. Voilà, qui sont des allégations, elles, pour le coup, qui sont très génériques, à l'inverse de celles qui vont être explicites ou spécifiques. Voilà. On a des génériques, on les retrouve ici. Voilà, on peut avoir énormément d'exemples, hein. Protecting its future, donc le futur du monde, en parlant d'aviation par exemple. Durable, voilà, en finir avec les déchets plastiques alors qu'on parle de chaussures. Donc il y a des liens qui ne se font pas. Il y a des précisions qui ne sont pas présentes sur ces publicités-là pour aller vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière. On a une beauté éco-responsable. Qu'est-ce qu'on entend par éco-responsable? Ça peut vouloir tout et rien dire. On peut avoir recyclé 10% d'un produit, se sourcer à tel et tel endroit. Donc, ça peut couvrir énormément de scope. Et le but de cette directive, ça va être de définir qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on doit être en mesure de prouver derrière quand on communique sur un aspect qui a une incidence environnementale. Voilà, donc on réillustrera à la fin, on aura un petit quiz où je vous demanderai qu'est-ce qui ne va pas sur ces publicités, et ce n'est pas toujours évident de déterminer. Voilà, donc là c'était pour quelques définitions imagées, on va aller un petit peu plus loin dans la directive Green Claims, ses objectifs. Donc pour commencer, ça c'est un chiffre qui est fourni par la Commission européenne, hein, dans le cadre de l'étude sur les Green Claims, qui a fait un benchmark, une étude d'impact un petit peu sur ce qui se passe en termes de communication environnementale et d'allégations. Donc on se rend compte que plus de la moitié des allégations donnent des informations qui sont trop vagues, voire trompeuses, ou pire, ou infondées. Donc ce qui est un chiffre énorme, hein, plus de la moitié. 40% des réclamations n'ont aucune preuve à l'appui, c'est-à-dire qu'il y a eu des réclamations sur des allégations et finalement derrière, il n'y avait absolument aucune preuve pour dire que le produit était éco-conçu, respectueux de l'environnement, tout ce genre d'allégations assez vagues, assez génériques.
La moitié des labels, donc là on parle des labels et pas des allégations qu'on peut appeler one shot en disant je suis éco-responsable, mais je crée un label, par exemple, j'utilise un label. Il n'y a pas de vérification qui est faite, ou alors elle est très faible sur les labels. Et on a un nombre qui est croissant, extrêmement important de labels de durabilité. Et donc voilà, 230 et 100 labels d'énergie verte. Et le but vraiment de cette directive, ça va être de lutter contre cette prolifération et au contraire d'accompagner les consommateurs pour avoir des indicateurs qui sont vraiment fiables, vérifiés, cohérents et qui ne sont pas trop larges, trop vastes et trompeurs. Voilà, ça va être un des objectifs principaux de cette directive. Voilà, donc on y vient justement aux objectifs. Je vous ai mis les principaux ici. Donc le but, c'est vraiment de venir encadrer l'utilisation de ces allégations pour que voilà, des personnes ne soient plus capables d'induire en erreur des consommateurs et de laisser croire de se donner une image verte alors que derrière, il n'en est rien. Justement, donc, pour lutter contre les pratiques de greenwashing qui se multiplient, étant donné qu'on a des fabricants qui ont compris, comme je le disais, cet enjeu de communiquer sur leur performance. Des fois, on va trop loin par rapport à ce qu'on fait réellement. Elle fournit des règles spécifiques, donc certaines sont encore à clarifier, et vous le verrez, nous on est en train de les étudier au sein du label Long Time, hein, parce on est très concerné par cette directive-là, et on trouve que c'est une très belle initiative. Donc voilà, il y a des règles, il y a des articles qui définissent la manière dont on doit communiquer, les données qu'on doit être en mesure de prouver derrière. Et puis surtout, le but de cette directive, plus qu'être punitive, c'est une réelle volonté éducative auprès des professionnels de l'industrie, hein, des biens de consommation et autres, qui souhaitent communiquer et qui se retrouvent peut-être un petit peu perdus par rapport à ce qu'ils sont en mesure de faire, à ce qu'ils peuvent faire et à ce qu'ils doivent vérifier. Donc il y a aussi une volonté éducative dans ce texte au niveau Europe, ce qui est très intéressant. Alors, pour voir un petit peu plus le scope, qui ça concerne? Eh bien, ce sont les fabricants, distributeurs, revendeurs de produits, commerçants. On est sur du B2C, donc c'est-à-dire on est auprès du consommateur exclusivement. Le B2B, donc entre professionnels, est exclu du scope de cette directive. On parle des pays au sein de l'Union européenne. Et au niveau un petit peu pour se repérer dans le temps, donc il y a une proposition qui a été faite en mars 2023 de cette directive, qui a été en consultation ouverte, sur laquelle Margot a travaillé notamment. J'ai échangé avec elle, on a pu étudier en amont ce qu'il y avait dans cette directive-là. Voilà, on a un texte qui sera voté au plus tôt fin 2024, on dit bien au plus tôt, hein, parce qu'il peut y avoir des délais allongés. Et donc, on estime une mise en application qui sera horizon 2026-2027 à peu près. Voilà, donc je pense qu'il est temps de s'y préparer justement, de se laisser le temps de bien l'appréhender et du coup d'être capable, une fois qu'elle sera mise en application, de vraiment être conforme à tout ce qu'elle demande et de communiquer efficacement et de manière transparente. On remercie Margot qui nous a délivré des informations au plus près de l'actualité bruxelloise Oui, tout à fait. en termes de timing. Ok. Donc là, je vous ai remis des points clés, des points résumés. On verra un petit peu. Alors, on ne va pas repasser tous les articles qu'il y a dans la directive, évidemment. On va faire un focus sur quelques points clés. Je parlerai de l'article 3, par exemple, après, qui est assez spécifique à ce qui est demandé. Mais si on répertorie ici les points clés, vous verrez, on va les illustrer en images. Mais le premier, c'est que l'allégation, elle doit se faire que si on est sur des pratiques qui vont au-delà des pratiques qui sont dictées dans la loi. Si je prends un exemple, en termes de réparabilité, on demande une durée de pièces détachées, ce qui est la loi, qui peut être 2 ans, ce qui peut être 10 ans. Si je fais une claim, donc si je fais une allégation sur ça, en gros sur mon produit, ce ne sera pas accepté par la directive, parce qu'en fait, on ne fait rien de mieux que ce qui est demandé par la loi. Et donc, on induit le consommateur en erreur en lui faisant imaginer qu'on a des pratiques bien supérieures à la moyenne du marché, alors que c'est la loi. Deuxième point, il faut être précis sur les allégations en lien avec les gaz à effet de serre. Donc, on parle en kilos équivalent CO2 et on a plusieurs claims qui parlent de réduction d'émissions qui souvent sont très peu précises. Donc, il y a un point sur ça, c'est être capable d'estimer spécifiquement les émissions dont on parle et de combien on peut les réduire. Être en mesure de dire si l'allégation dont on parle engendre des effets rebonds, des effets néfastes. Par exemple, j'ai allongé la durée de vie, la réparabilité de mon produit, mais du coup j'utilise des matériaux qui sont 4 fois plus épais. Eh bien, si je fais une analyse du cycle de vie, peut-être que je constaterai que ça a d'autres effets sur l'environnement. Donc c'est être en mesure
d'étudier ces effets rebonds-là et d'avoir une vision assez haut niveau, assez large, et pas se focaliser sur un seul point. Le claim doit être vérifié par un organisme. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'avant de faire un nouveau claim environnemental, il y aura une étape obligatoire de vérification de ce qu'on veut communiquer auprès d'un organisme. Les TPE en sont exemptés, mais voilà, il y a cette étape-là de vérification de conformité en amont, qui est important à prendre en compte. Pour aller un petit peu plus loin, donc l'article 3 qui définit un petit peu les points de vérification sur les allégations environnementales explicites, les déclarations explicites, il faut spécifier si l'allégation dont on parle est liée à l'ensemble du produit, ou à une partie du produit, ou à un aspect du produit. C'est-à-dire que si j'ai une valise et que j'ai recyclé un pourcentage des roues, il ne faut pas que je dise que ma valise est recyclée. Voilà, est un matériau recyclé. Il faut que je sois spécifique sur la partie dont je parle. C'est toujours cette histoire de transparence et d'être précis dans ce qu'on diffuse en termes de données. Il faut s'appuyer sur nos claims et sur nos recherches sur des preuves scientifiques largement reconnues, donc par exemple des normes européennes qui existent, des normes de test, de calcul, mais des choses qui sont largement reconnues et pas des méthodologies ou des statistiques qui viendraient de travaux en interne, par exemple, qui seraient non vérifiés. Et puis démontrer que l'aspect dont on parle est vraiment significatif au point de vue cycle de vie du produit. Alors en termes de cycle de vie, je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'analyse de cycle de vie, l'ACV, qui est quelque chose qui peut être très intéressant comme indicateur, mais assez lourd. Donc c'est quelque chose qui, tu me diras Margot si c'est pas exact ce que je dis, mais qui était étudié au début, on en discutait ensemble, de le rendre obligatoire dans la directive, et puis ça a été revu. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui. On ne doit pas réaliser d'ACV sur son produit avant de communiquer. Il faut être en mesure de dire l'aspect dont je parle, le claim dont je parle, il est vraiment significatif en termes d'impact. On va le voir après sur un frigo, par exemple, qui a un impact énergétique. Si je dis que la porte est 10% en matériel recyclé, ça ne va pas être forcément cet impact-là qui va être le plus important. Donc, si je communique en gros sur ça, je peux induire en erreur le consommateur si derrière ma consommation énergétique est très importante. Voilà, c'est dans cette vision-là. Quelques autres points de l'article 3. Voilà, donc il faut déterminer si on entraîne un préjudice sur d'autres aspects. Donc ça revient au fait d'avoir une vision très haut niveau et d'être capable de dire, bon ben voilà, j'ai modifié cet aspect-là. Est-ce que derrière, je ne viens pas engendrer de nouveaux impacts? Donc soit en se basant sur des études qui sont déjà menées, soit en faisant l'étude soi-même, en faisant une ACV par exemple, pour voir les transferts d'impact. On met un focus ici, et puis on en a parlé durant différentes réunions, il y a d'autres textes en cours sur ça, mais on parle aujourd'hui de neutralité carbone. On voit beaucoup dans des aéroports, dans la rue, neutre en carbone. Il faut faire attention à ça, je pense que Maxime refera aussi un focus sur ce point-là. Il y a de fortes chances que ce genre de claim, ce genre d'allégation soit interdite. Donc voilà, c'est encore à définir dans les green claims, mais au moins, à l'heure actuelle, il faut être transparent sur à quel montant on vient compenser, de quelle manière. Mais voilà, il y a vraiment un focus sur ça, sur cette neutralité carbone, qui est quelque chose qui peut vraiment induire en erreur. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Si on vient planter des arbres pour compenser, ben, ça a d'autres impacts. Donc voilà, c'est un aspect sur lequel il faut être vigilant. Ok, tous ces points vont être illustrés en suivant par les images. Margot, Maxime, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce moment-là. Si on avance, c'est bon. Allez, du coup, les sanctions, François. Oui, alors effectivement, il y a des sanctions. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais lorsqu'on n'est pas conforme avec ce qui est prérequis, avec ce qui est demandé dans la directive, lorsqu'on ne suit pas la conformité aux articles, on s'expose à des amendes, par exemple, des confiscations de revenus ou des interdictions de marché public ou de financement. Donc, il y a des contrôles réguliers qui devront être faits par les États membres, par l'Union européenne, afin de vérifier le respect de l'ensemble des allégations qui sont faites par rapport aux exigences. Donc, il y aura effectivement des sanctions qui peuvent être assez lourdes associées à ça. Les pires étant pour les marques aussi, d'être
d'être reconnu en tout cas comme utiliser des allégations environnementales qui ne sont pas dans les règles de greenwashing. Et on sait que pour la notoriété, ça peut avoir un impact sur les réseaux, ça peut aller très vite. Donc, il y a Tout aussi à fait. il Il y a cette notion ouais, d'image de marque. ouais, 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 tout à fait. tout à fait. Petit focus sur les labels, du coup. Voilà, il y a un focus dans le texte sur les labels. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour les labels? C'est le fait d'avoir une certification par tierce partie. Qu'est-ce que ça signifie? C'est par exemple ce qu'on fait chez Longtime, c'est que nous, on a créé un label de durabilité avec un standard, avec 41 critères qu'on a développés sur plusieurs années. Quand un fabricant vient nous voir pour avoir une certification de durabilité, donc la nôtre, sur son produit, on vient l'accompagner, on vient travailler avec lui, comprendre ses modes de preuve. Ce n'est pas nous qui effectuons l'audit, la vérification finale pour vérifier la conformité à nos critères. On travaille avec un organisme dont c'est le métier, donc tierce partie, qui va pouvoir vérifier la conformité sur site, auprès du produit, en regard de nos critères. Donc c'est quelque chose qui est demandé dans la directive et qui sera obligatoire. Voilà, donc ce qu'on a mis, c'est que les nouveaux labels qui ne sont pas vérifiés par tierce partie, qui ont été développés en interne, ne seront pas conformes à cette directive, par exemple. On le disait, la lutte contre la prolifération des labels. Donc, tout nouveau label devra avoir une accréditation, une autorisation de mise sur le marché, dans le but d'harmoniser ce qui est existant. Alors, évidemment, si un nouveau label sur une partie spécifique qui n'était pas présente, qui apporte quelque chose, évidemment que c'est une bonne chose. Mais voilà, le but de la directive est aussi de lutter contre ça. Et donc, on aura cette étape d'autorisation, de vérification de pertinence avant la mise sur le marché de ce label et donc des allégations associées. Oui. Ouais, pardon François, à ce sujet, dans le chat, on a un commentaire justement sur la prolifération des labels et pourquoi ne pas se raccrocher à des labels existants. Je pense que tu l'as mentionné ici. En tout cas, je ne sais pas si cette remarque est pour Longtime précisément. En l'occurrence, aujourd'hui, sur le marché, il n'existe pas de label qui vise à identifier vraiment la durabilité, la longévité d'un produit, sa réparabilité. Et vous mentionnez dans le commentaire l'écolabel européen qui n'adresse pas justement les produits que l'on couvre, les produits manufacturés, qu'ils soient mécaniques ou électroniques, et qui rentrent vraiment dans le scope du label Longtime. Donc, il y a un vrai enjeu à voilà, légiférer, en tout cas accompagner à la création de labels qui ne sont pas aujourd'hui couverts sur le marché. Donc, Tout à fait. Tu as bien fait. Je ne vois pas forcément tout ce qui vient dans le chat, hein, donc n'hésite non, pas. Ouais, ouais. c'est pour ça qu'on est en équipe. J'en profite. Il y a une question avant de passer du coup à la suite sur l'intérêt. Là, ça sera peut-être pour Margot. Pourquoi une directive qui nécessite une transposition par chaque État membre et non pas un règlement directement applicable avec un texte officiel? Alors, la raison qui a été donnée par la Commission européenne, c'est que la directive sur les green claims vient en lex specialis de la directive sur les pratiques commerciales unfair commercial practices, qui fait partie du droit du consommateur européen. Donc, comme leur texte d'origine est une directive, ils ont considéré qu'ils étaient obligés de continuer avec une directive. C'est pas forcément un argument auquel j'adhère. Effectivement, la question de cette transposition et le risque d'avoir une transposition qui change d'un pays à l'autre est un vrai risque dans cette directive. Normalement, ça fait partie des choses qui vont être renforcées au moment des amendements. En tout cas, on a vu pas mal d'amendements déposés par le Parlement dans ce sens. Et il faudra voir aussi ce que le Conseil fera, mais ça crée effectivement un risque de disparité. Très clair. Merci Margot. Mais justement, je pense que c'est Margot qui enchaîne avec cette partie-là. Exactement. Donc du coup, moi, ce que je voulais... Merci beaucoup François pour la présentation de la directive. Donc c'est une directive dans laquelle il y a vraiment beaucoup de choses. Donc merci beaucoup de l'avoir résumée autant que possible. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est un peu une sorte de bilan, essayer de vous donner des pistes pour savoir quoi en penser tout simplement. Donc sachant que c'est une directive qui encore à l'heure actuelle est au stade de la proposition, qui va être considérablement amendée. Donc on va voir ce qui va rester finalement de cette proposition, mais les grandes lignes directrices devraient rester de toute façon. Donc pour vous donner un peu une idée du point de vue duquel je parle, je vais vous présenter très succinctement mon organisation, donc la Coalition environnementale sur les normes.
Donc, comme présenté au début, nous sommes une ONG internationale. On se base sur un réseau de membres et d'experts. Donc, nos membres sont en grande majorité des organisations environnementales. Un peu partout, surtout en Europe pour le moment. On essaye de s'agrandir plus au niveau international. En France, on a, il me semble, 5 membres donc qui sont listés ici, notamment Etikis. Et donc, nous, on travaille au niveau européen, au niveau international, notamment sur les normes techniques. Donc, tout le travail auprès de CEN et Sénélec, auprès d'ISO, etc. Et sur les politiques publiques et les lois qui vont avoir besoin de ces normes techniques pour s'appliquer. Nous, notre origine, c'est la directive sur l'éco-conception au niveau européen, typiquement. Donc, on couvre actuellement à peu près une 50aine de domaines. On couvre tout ce qui est transition énergétique, production et consommation durable, bâtiments, et notamment la transparence environnementale. Moi, c'est l'équipe à laquelle je suis rattachée, et je m'occupe de tout ce qui est partage d'informations environnementales, soit des entreprises entre elles, en B2B, soit des entreprises vers les consommateurs, et notamment dans un cadre publicitaire. Donc, on peut passer à la slide suivante. Autant vous dire que nous, c'est une directive qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Donc, arrivée d'ailleurs avec un peu de retard. On avait très peur qu'elle ne soit pas publiée dans la législature actuelle. Et ce qu'on espère, c'est qu'elle sera finalisée. Elle ne sera pas finalisée avant les élections, ça maintenant, c'est à peu près certain. Ce qu'on espère, c'est qu'elle sera quand même finalisée assez vite. Avec un peu de chance d'ici la fin de l'année prochaine. Donc elle représente quand même un vrai pas en avant. Elle a tout un tas de lacunes, tout un tas de zones de flou, mais elle change vraiment la situation par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc typiquement, elle introduit un renforcement juridique. Donc juste avant, là on a une loi qui est sur le point d'être votée au Parlement, donc vraiment finalisée et qui entrera bientôt en application, qui est la réforme de cette directive sur les droits du consommateur et sur les pratiques déloyales, qui, elle, avait mis à jour tout ce qui est une pratique qui est interdite par principe. Ici, la directive Green Claim, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient préciser ce qui est une bonne pratique, ce qu'il faut faire pour que ça marche bien. Et donc, elle précise des grands principes qui sont des principes qui sont connus, qui sont reconnus par les autorités publiques, par les institutions internationales, mais qui ne sont pas encore dans la loi. Donc ça, ce sera plus précis. Elle met des obligations de transparence, et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, pas uniquement les autorités de protection des consommateurs quand elles viennent faire leurs enquêtes, mais par exemple même des ONG, d'aller voir ce qu'il y a vraiment derrière des allégations et pouvoir mettre le doigt sur des vraies pratiques de greenwashing. Ensuite, elle aide en fait d'une certaine manière les entreprises parce qu'elle leur dit ce qu'il faut faire pour faire les choses bien. Et notamment, pour nous, le point le plus important, c'est cette vérification des allégations avant la mise sur le marché. Actuellement, si on veut faire une allégation environnementale, on l'a fait. Et il faut vraiment, vraiment ne pas avoir de chance pour se faire prendre si elle n'est pas vraie, si elle induit le consommateur en erreur, parce que tout simplement, les autorités publiques n'ont pas les moyens d'aller vérifier les milliers d'allégations qui sont mises sur le marché chaque année. Donc là, on aura toute une procédure qui permet de limiter les risques d'éco-blanchiment, notamment de la part des entreprises qui essayent de faire les choses bien, mais qui potentiellement ne savent pas exactement ce qu'elles doivent faire pour éviter les problèmes. Et donc c'est un meilleur encadrement pour elles, c'est une protection, quelque part. Mais aussi, ça veut dire toutes les entreprises qui faisaient un peu des allégations comme ça par-dessus le chapeau, sans vraiment se poser de questions, de bien les faire, ou qui s'en fichaient complètement, pour elles, ça va devenir très très compliqué de les faire sans se faire prendre, parce que maintenant, il va y avoir un certificat de conformité. Donc ce qu'on espère, c'est que ça va vraiment nettoyer le marché. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait un renforcement de la surveillance du marché, de l'accès à la justice, etc., et des sanctions beaucoup plus élevées, donc on a un renforcement juridique, on a un meilleur encadrement, mais du coup, en parallèle, on a des sanctions beaucoup plus fortes, parce qu'on ne peut plus se permettre d'être dans l'impunité quand on a créé un système qui permet vraiment d'accompagner les entreprises et d'éviter qu'elles fassent des erreurs. Voilà, on peut passer à la suite. Comme je me disais, il y a quand même des vraies fragilités dans ce texte. C'est un texte qui, à la base, quand il avait été préparé, devait vraiment donner ce qu'on espérait, nous, en tout cas, c'était des méthodes précises, détaillées, couvrir pour tous les types en fait, d'allégations qu'il y a, qu'on ait au moins une idée des critères à appliquer, quand il n'y a pas forcément besoin de méthodes de calcul, qu'on ait des définitions qui soient claires. Et typiquement, c'est un travail qu'on fait dans le cadre de la normalisation, mais souvent, en fait, on ne veut pas que ça soit fait dans le cadre de la normalisation, parce que 90% des personnes qui siègent dans ces réunions, qui prennent ces décisions, sont des représentants de l'industrie. Donc, ils ne sont pas là pour représenter notamment les intérêts du consommateur ou de l'environnement. En général, on va avoir une ou deux personnes qui sont capables de faire ça dans cette réunion. Donc,
nous, ce qu'on aurait aimé, c'est que tout ça soit précisé dans la loi, qui, après, a droit à un débat démocratique. Donc, malheureusement, tout ça, ça n'y est pas, ce manque de critères. On a aussi un champ d'application qui est relativement flou, parce que la manière dont la directive fonctionne, c'est que si une allégation environnementale est couverte par une loi sectorielle autre que la directive Green Claim, c'est cette loi sectorielle qui s'applique et pas la directive. Et pareil dans le futur, si on fait de nouvelles lois. Ça permet d'avoir éventuellement des lois un peu plus précises, mais le problème, c'est que ça fait un peu un texte à trous. On ne sait pas vraiment ce qui est couvert par la directive ou pas. Et ça risque de s'empirer dans le futur. Donc on aimerait que cette espèce de trou soit fermé, tout simplement. Et enfin, c'est pas un texte qui est là normalement pour créer des nouvelles interdictions, mais on trouve quand même problématique qu'on choisisse d'encadrer plutôt que d'interdire le fait de faire des allégations environnementales quand on représente une industrie qui a un très fort impact environnemental, notamment les industries fossiles, qu'on autorise à faire des allégations sur des produits qui contiennent à forte dose des substances chimiques dangereuses, ou encore le fait de pouvoir utiliser encore aujourd'hui des crédits de compensation pour dire que son produit est neutre en carbone. Ce qu'on sait est une aberration scientifique, n'a absolument aucun sens et extrêmement trompeur pour le consommateur qui, typiquement d'après les études qui ont été faites donc auprès de consommateurs, ne comprennent pas cette allégation, tout simplement parce qu'elle est illogique. Donc c'est une interdiction qui a été mise dans cette réforme de la directive sur les pratiques déloyales, mais si elle n'est pas répliquée dans la directive Green Claim, c'est la directive Green Claim qui s'applique, donc qui va prendre le pas sur elle. Donc on aimerait que cette interdiction soit répliquée ici, qu'elle soit vraiment clarifiée. Voilà. Donc nous, ce qu'on propose comme solution, donc d'abord, il va y avoir l'amendement du texte, donc on travaille là-dessus. On est très actifs au niveau européen pour améliorer le texte. Et enfin, qu'à long terme, quand on va décider de ces méthodes et de ces différents critères, qu'on ait un forum de discussion sur le modèle de ce qui se fait sur la directive sur l'éco-conception et la porte ouverte aux associations de la société civile pour pouvoir amener des experts qui soient là vraiment pour représenter les consommateurs et l'environnement. Donc voilà, ce sont quelques pistes de réflexion. Super, merci beaucoup Margot, c'est très utile. Nous, on a longuement échangé, François, sur justement essayer de, effectivement, ce champ d'application flou hein, qui pour nous, en tout cas, on l'a ressenti comme tel, qui est vraiment une problématique aujourd'hui et on espère avoir des amendements qui viennent renforcer tout ça. Super, merci pour ces précisions et pour le travail que vous faites, qui est absolument nécessaire. On va passer à une partie beaucoup plus pratique, visuelle. Maxime? Ouais, trop bien. Je reprends la main. Merci pour toutes ces informations hyper intéressantes. On peut passer à la suite justement de ce webinaire et en expliquant justement comment se préparer à la mise en application de cette directive et justement comment communiquer sans faire de greenwashing. Avant de débuter, on n'en a pas encore parlé justement de cette définition de greenwashing. Qu'est-ce que le greenwashing? Donc je vais juste la redonner pour être sûr qu'on soit toutes et tous sur la même longueur d'onde. Donc le greenwashing, c'est toutes des techniques de marketing ou de communication qui sont utilisées par une entreprise pour se donner une image d'engagement écologique, mais qui est trompeuse car c'est contraire à la réalité. Donc ce mot trompeur est important. Dit autrement, c'est tout message publicitaire ou toute communication pouvant induire en erreur le citoyen, le consommateur, sur la réalité, sur la qualité écologique réelle d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Donc on remarque qu'il y a vraiment ces deux points en commun, c'est tromper le consommateur, induire en erreur. C'est vraiment ça la clé, c'est en fait se faire passer pour plus beau qu'on l'est d'une certaine manière. Pourquoi c'est important d'éviter le greenwashing? Parce que ça ralentit la transition écologique. Ça embrouille les citoyens, on ne sait plus qui et quoi croire. Toutes les études de confiance envers les allégations environnementales le prouvent. Le taux de confiance est extrêmement bas parce que justement on ne sait plus quoi croire parce que tout le monde dit tout et n'importe quoi. Et deux, ça peut nous faire acheter un produit ou un service qu'on pensait plus éco-responsable mais qui finalement ne l'est pas. Donc c'est super important justement d'y faire attention. Cette directive, forcément, elle se base quand même sur les codes de la communication responsable. Donc si vous communiquez déjà de manière responsable, il n'y aura pas non plus énormément de changements, hormis cette vérification justement a priori des allégations environnementales qui est clé, plutôt qu'une vérification a posteriori actuellement. Il n'empêche que communiquer de manière responsable et sans greenwashing reste une chose qui n'est pas simple à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on va vous donner plein de conseils et qu'on voulait aussi justement éduquer le secteur de manière générale et c'est pour ça qu'on voulait mettre en place ce webinaire.
Donc, cette partie est vraiment la plus activable possible. Donc, on va vous donner 10 conseils clés pour communiquer sans greenwashing. Le premier, qui est assez classique, mais qui est vraiment clé, c'est de former vos équipes de marketing et de communication. Aujourd'hui, il y a un peu cette idée reçue que le marketing, ça doit être créer des slogans, des taglines exceptionnels qui vendent du rêve. Sauf que si ça se fait aux dépens justement de tromper le consommateur, là, il y a un problème. Et donc, c'est super important que cette partie-là soit la plus importante. On ne peut pas tromper le consommateur sur la qualité écologique réelle d'un produit ou d'un service. Je passe à la suite. On en a touché un petit mot justement sur la neutralité carbone. Il faut encore définir exactement ce qui s'est interdit ou non, mais je rappelle quand même, comme ce que Margot disait, la neutralité carbone au niveau d'un produit ou d'une entreprise n'a aucun sens scientifiquement, et donc il faut absolument l'éviter. Parce que le problème, on le voit avec l'exemple d'Apple, qui a fait une grande campagne de communication dernièrement sur sa neutralité carbone, ça fait passer le message en fait aux consommateurs qu'un produit n'a aucun impact sur l'environnement. Mais tout produit, tout service a un impact. Et donc dire neutre en carbone, ça trompe le consommateur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter. On conseille généralement je peux juste rester là, d'utiliser des expressions plutôt comme contribuer à la neutralité carbone. C'est des petites expressions, mais qui ont toute leur importance, parce que ça met en avant justement qu'un produit n'est pas neutre en carbone, mais qu'on contribue à la neutralité carbone, qui est justement un terme qui doit être global, collectif au niveau de la planète de manière générale. Et on voit justement cet exemple de l'aéroport de Lyon qui dit aussi à atteindre la neutralité carbone. Non, ça, il faut vraiment l'éviter. Je passe aux conseils suivants, qui sont une suite de 3 conseils reliés. C'est super important, et ce sera d'ailleurs obligatoire justement avec cette directive, de créer un document, une page web qui explique vraiment tout ce que vous avez mis en place pour prouver justement cette allégation environnementale. Toutes les hypothèses utilisées, les méthodes de calcul, etc. Même aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on conseille toujours de faire, parce que c'est super important que les citoyens puissent justement retrouver des informations lorsqu'ils voient une allégation environnementale. On doit pouvoir être capable de se dire, OK, ils disent que c'est des produits faits à partir de matériaux recyclés, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quels sont les matériaux, etc. J'enchaîne justement avec mettez en avant le positif et le négatif. Si vous devez retenir une chose de cette partie, ce sont ces 2 mots, transparence et honnêteté. Si vous êtes transparent et que vous mettez en avant tout ce que vous faites, aussi bien le positif et le négatif, vous ne ferez pas de greenwashing, parce que vous n'essayerez pas de vous donner une image d'engagement écologique meilleure que la réalité, vu que vous aurez aussi mis en avant le négatif et les points d'amélioration. Il y a justement un super exemple que je donne juste après, d'une marque de bière belge. Voilà, je suis belge et je donne une marque de bière pour rester vraiment dans le cliché. Mais ils ont mis une super page sur leur site web qui dit « Notre aventure est imparfaite, il y a des choses qu'on fait bien, d'autres qu'on ne fait pas bien. » Et ils listent tout ce qu'ils font bien et tout ce qu'ils ne font pas bien. Et en faisant ça, on a une transparence maximale. Et ils ne peuvent pas se faire passer pour plus beaux qu'ils ne le sont, vu qu'ils mettent aussi en avant ce qu'ils ne font pas bien. C'est un état d'esprit qui est un peu difficile à avoir dans un premier temps, parce qu'on a toujours cette idée reçue qu'en tant qu'entreprise, on doit mettre en avant que ce qu'on fait bien et surtout éviter les points qui peuvent être un peu tabous. Mais justement, aujourd'hui, on a besoin d'une relation de confiance avec les consommateurs, et en étant transparent, vous allez pouvoir y arriver envers vos clients. Et ça m'emmène justement, et d'ailleurs, il y a d'autres exemples super intéressants dans le domaine du textile. Donc des marques engagées françaises comme Fago, Loom sont aussi excellentes en termes de transparence. Donc n'hésitez pas aussi à regarder quel est le fond si vous voulez vous inspirer. Et ça m'emmène justement au 3e conseil dans cette liste de 3 conseils. C'est de toujours mettre un lien de redirection vers ce document ou cette page sur toutes vos communications externes. Parce que justement, les citoyens doivent pouvoir retrouver des informations. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette publicité-là a été épinglée par le jury de déontologie publicitaire parce qu'il mettait, vous voyez en haut à gauche, un label Cacao Life et approvisionnement en cacao 100% durable, mais aucun moyen pour le consommateur de trouver plus d'informations à ce sujet. Donc ça a été épinglé en disant il manque un lien de redirection, que ce soit un QR code ou juste un URL, en disant code d'or / engagement par exemple, pour justement qu'on puisse retrouver plus d'informations. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, ici, le Cacao Life, ce label, est un auto-label créé par Mendeley, donc l'organisation qui a Côte d'Or. Et ça, c'est quelque chose qui ne pourra plus être fait aussi avec cette directive, vu que ce n'est pas fait par un organisme tiers. 6e conseil, on retourne justement sur ces termes
d'allégations environnementales génériques versus explicites. Même aujourd'hui, si vous voulez communiquer de manière responsable, et donc c'est pour ça que cette directive est géniale, il faut vraiment éviter ces termes-là. Respectueux de l'environnement, éco-responsable, durable, sont des termes qui sont beaucoup trop forts. Comme je le disais, tout produit, tout service a un impact environnemental, et donc on ne peut pas juste parce qu'il est meilleur que la moyenne dire qu'il est durable de manière générale. C'est un cas type de greenwashing qu'on appelle la promesse disproportionnée, parce qu'il y a une disproportion entre le message publicitaire et l'impact écologique réel du produit ou du service. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment être évité. Et vous voyez ici quelques exemples avec vegan ou durable. Pourquoi est-ce que c'est durable? Aucune information, on ne sait pas. Ou cette gourde qui est éco-responsable. Pourquoi est-ce que c'est éco-responsable? Est-ce que c'est parce que c'est fait avec des matériaux recyclés? On ne sait pas. Il faut être beaucoup plus spécifique, ou en tout cas ajouter beaucoup plus de nuances. Et donc là, en l'occurrence, si cette gourde est plus éco-responsable, dire parce que c'est à 100% de matériaux recyclés, par exemple, quelque chose comme ça. Ça, c'est explicite, c'est pas générique. Et je pense qu'il y a un exemple juste après, si mes souvenirs sont bons. Un exemple assez intéressant, justement, parce qu'il y a les deux, c'est une marque belge qui fait de l'eau en bouteille de base. Ils ont lancé justement un pack fait en carton. Et donc là, ils disent justement écologique. Donc ça, c'est une allégation générique qui ne doit pas être utilisée. Par contre, ce qui est bien ici, donc ça reste moyennement bien, c'est qu'ils ont dit justement pourquoi c'est plus écologique. Et parce qu'il y a 60% de plastique en moins. Et puis là, il y a une astérisque qui dit que c'est 65% par rapport à leurs autres produits. Donc ça, justement, c'est un bon exemple de la générique qui ne peut pas être fait, écologique non, mais par contre 60% de plastique en moins, ok, parce qu'ils expliquent pourquoi. Et donc là, justement, on arrive un peu dans ce problème du marketing qui est, voilà, pratiquer écologique, c'est une meilleure tagline, un meilleur slogan que pratiquer avec 60% de plastique, 65% de plastique en moins. Et donc là, il faut trouver le juste équilibre, mais juste dire que c'est écologique parce qu'il y a 65% de plastique en moins, c'est quand même un peu trop fort. Et donc c'est pour ça que justement qu'il faut encadrer ces allégations. On peut passer au conseil 8. Ça, c'est un cas de greenwashing qui est probablement le plus pernicieux. Ça s'appelle la mise en avant hors sujet, ou qu'on peut aussi appeler problème d'ordre de grandeur. C'est un peu ce que tu disais, François, avec la significatif en termes d'impact. Ici, c'est un exemple d'une compagnie aérienne qui a fait une campagne de communication externe, en l'occurrence une campagne de presse, sur le fait qu'un de leurs avions était le premier à ne plus utiliser de plastique à usage unique avec les couverts dans leur avion. Donc, si on regarde l'impact écologique total d'une compagnie aérienne, l'impact majeur vient des avions en circulation et des énergies fossiles qui sont utilisées. L'impact écologique du plastique pour les couverts est ridiculement faible, de l'ordre de moins de 1%. Et donc faire une campagne de communication là-dessus, c'est mettre en lumière une petite initiative qui certes est très bien, mais pour justement faire rayonner la marque de manière générale et améliorer son image. Donc ça, c'est un cas de greenwashing qui doit vraiment être évité et qui est pernicieux parce que si on ne connaît pas l'impact général d'une industrie, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que c'est vraiment dangereux. Et donc le conseil, c'est de mettre en avant que votre justement core business et ne parlez pas de petites choses sur le côté. Un autre exemple, c'est une entreprise qui communique sur le fait qu'ils ont mis des ruches dans leur jardin ou autre. Oui, c'est super, mais ça doit rester une communication auprès des collaborateurs, voire des clients, mais pas externe, ici avec une campagne RP. Donc, concentrez-vous sur votre core business. Et si vous voulez parler du reste, ok, mais alors mettez absolument en avant l'impact de votre core business, sinon vous risquez d'améliorer votre image et donc de faire du greenwashing. Et on conclut cette partie avec les deux derniers conseils. Le premier est assez classique, c'était un cas de greenwashing qui était très souvent utilisé ces dernières années, qui commence à s'arrêter parce qu'il y a eu beaucoup de cas qui ont été épinglés par les jurys publicitaires, c'est de ne pas utiliser de visuels qui sont de nature à améliorer votre image. Vous voyez en dessous du slide quelques exemples. Ici, l'objectif, c'est justement d'associer un visuel qui est lié à la nature, à l'environnement, à la planète, pour justement associer la symbolique à votre marque et donc améliorer son image. Et donc, c'est quelque chose qui doit vraiment être évité. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de la définition, toute illustration, donc tout message, que ce soit texte ou une illustration, justement, doit être évité. Donc, éviter tout ça, tout court, c'est mieux. Ce que je dis souvent, c'est que s'il faut utiliser un pot de peinture verte pour montrer son engagement écologique, c'est qu'il y a un problème. Et 10, communiquer sur un sujet uniquement si vous avez des informations fiables et scientifiques. Ça paraît évident, mais vraiment ne prenez pas la parole sur un sujet si vous ne pouvez pas le prouver. Ce sera de toute façon indispensable et obligatoire, vu qu'il faudra faire
une vérification a priori via un organisme tiers. Voilà pour la série de 10 conseils. Je fais juste un tout petit mot sur ce qu'on fait chez GiveActions. Nous, on est une agence de marketing et de communication. Notre objectif, c'est de rendre les acteurs engagés plus désirables, attractifs et visibles, en s'assurant que tout ce qu'on fait au niveau communication et marketing soit le plus responsable possible. Donc, on a pris une série d'engagements que vous pouvez retrouver sur notre site web, et dont la vérification de tous les messages publicitaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de greenwashing, la mise en avant de l'impact carbone de tous les canaux publicitaires utilisés et des techniques pour le réduire, etc. Donc, en gros, on a 4 piliers de service, de la stratégie de com, studio créatif, la diffusion publicitaire et IT. Et dans ce cadre de stratégie de communication, on a lancé justement 2 offres. Une qui est de la vérification de tous les supports de communication pour s'assurer qu'il n'y ait pas de greenwashing, et 2, un accompagnement au niveau de la communication pour créer une communication générale sans greenwashing et responsable, plus responsable. Voilà. Si vous avez des questions, on pourra en parler juste après. Je laisse la main là maintenant pour mettre en avant ce que fait le label Longtime dans le cadre de cette directive. Merci beaucoup Maxime, c'était très pertinent. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Alors niveau timing, on va avancer assez vite. Je pense qu'on va être un petit peu en retard, mais c'est passionnant et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. François, je vais te redonner la parole pour expliquer un petit peu ce qu'on a fait au niveau de Longtime, et je ferai un tour par la conversation et par le chat juste en suivant. Oui, je vais essayer d'aller assez vite. Là, il semble intéressant de manière concrète de mettre un indicateur de travail qu'on a mené en interne, nous, chez Longtime, pour vérifier notre conformité à la directive, hein. Donc, on l'a lu en long, en large, en travers. Je ne vous ai pas mis tous les articles ici, mais je vous ai mis un aperçu d'un fichier Excel qu'on utilise en interne. Moi, j'aime bien montrer des choses concrètes. En fait, on a simplement remis tous les points de tous les articles dans un grand fichier Excel qu'on est venu vulgariser. C'est là où j'ai beaucoup échangé avec Margot et où j'échange encore, hein, parce qu'il y avait des points flous et nous, on avait vraiment vocation à éclaircir tout ça, être sûr qu'on était conforme. Et donc, on s'est fait une liste d'actions ensuite en interne, évidemment, pour se mettre en conformité. Il y avait des choses qui étaient déjà claires et qu'on faisait déjà très bien. Il y avait des choses qu'on ne comprenait pas et il y avait des choses aussi qu'on a fini par comprendre et qu'on a améliorées pour préparer notre conformité, notamment la création d'une page transparence sur notre site, où vous aurez un QR code juste après pour aller voir si ça vous intéresse, où on vient répertorier finalement notre conformité à la directive qui nous a guidés pour faire cette page-là. Donc, c'était vraiment un guide. En précisant sur quoi on se base, sur quelles normes reconnues européennes de fiabilité, de durabilité, notre méthodologie de travail, comment on vient récolter, agréger des informations. Toutes ces données-là sont sur une page. Et donc, le but, c'est de donner accès à cette page-là par exemple, un QR code, on en parlait. Nous, on communique sur le fait qu'un produit est conçu pour durer, donc qui déjà est un claim spécifique sur une partie du cycle de vie du produit. On ne met pas durable en gros, par exemple, ce qui est très différent. Donc, nous, on parle de la durée de vie elle-même du produit. Et le but, c'est d'ajouter, par exemple, un QR code comme celui-ci qui renvoie à notre page transparence et qui permet de comprendre derrière tout ce qui est sous-jacent à ces études-là de durabilité. Et donc, pour le consommateur, d'avoir un accès direct à ces précisions d'information pour vraiment être le plus transparent possible. Voilà, ça reste un exemple. Ouais, et à notre échelle aussi, sensibiliser les certifiés, toutes les entreprises labellisées à la bonne utilisation aussi du label, à cet effort de transparence. Donc, on les embarque à notre échelle avec d'autres acteurs, comme on l'a vu, comme Maxime, qui peut accompagner au-delà d'une labellisation, mais voilà, se mettre en ordre de marche et être sur une approche assez volontariste et non pas attendre que tout ça passe. Merci François. On passe au Green Marketing Challenge. Oui, je vais passer assez vite aussi. Je trouvais ça super intéressant en fait et concret. Je l'ai fait moi-même. Je vous conseille de le faire. Je pense que je peux vous mettre le lien dans le chat pour que vous alliez jeter un coup d'œil. Ça permet d'évaluer vos connaissances, surtout déjà de former les gens en termes de communication environnementale, d'allégation. Donc, ça reprend des termes principaux de la directive. Ça va aussi plus loin. J'aime bien cette idée de principe. On a par exemple des principes de changement de comportement, le principe 7, ou d'approches innovantes qui ne sont pas forcément décrites dans la directive et qui sont aussi très intéressantes. Donc voilà, c'est un challenge qui vous donne un scoring à la fin sur le nombre de bonnes réponses que vous avez données. Et je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil sur ça parce que c'est illustré d'exemples très concrets qui reprennent les points de la directive. Si tu passes juste après, Elsa, par exemple, pour chaque principe, on vous donne des recommandations. Donc là, si je prends le principe
de la pertinence de la communication. On a 3 recommandations qui sont assez concrètes, hein, et on en a parlé, c'est relatif à la directive. On doit on doit se focaliser sur les impacts principaux du produit. Donc, si on est une compagnie aérienne et qu'on parle de nos couverts plastiques, ce n'est pas l'idéal. De ne pas masquer du coup, d'autres conséquences du produit en communiquant sur une seule. Et puis, on va au-delà de la régulation, par exemple. Donc, ça fait pour chaque principe, vous aurez des recommandations de ce type-là. Moi, j'ai pris des screens pour chaque parce que voilà, ça m'a aidé aussi à appréhender la directive. Mais je vous ai mis quelques exemples. Bon, là, on a voilà, des fabricants d'ordinateurs qui communiqueraient avec un label TCO qui est reconnu ou un autre label qui est moins transparent. Si tu passes, Elsa, Oui. là, par exemple, on a un fabricant qui comparerait son produit à un autre avec des choses qui sont non comparables entre elles. Voilà, pour laisser supposer qu'il serait supérieur aux pratiques du marché, ce qui est interdit par la directive. Ensuite, on a un exemple, justement, on a un QR code. On peut venir comprendre cette allégation liée au CO2 et où l'autre, on n'a rien. Donc, on est laissé dans le flou. Voilà, je passe assez vite. Vous aurez tous ces types d'exemples-là. Il me semblait utile à la fin de vous donner quelques exemples visuels de communication qui ont été épinglés justement par l'organisme de régulation voilà, le JDP, donc le jury de déontologie publicitaire. Pareil, je pourrais vous mettre un lien pour aller voir un petit peu tous ces exemples et comprendre en profondeur ce qui n'allait pas. Mais on peut en passer quelques-uns très rapidement. Là, Back Market, par exemple, qui a été épinglé, tous ceux que je vous montre, ce sont des plaintes qui ont été reçues, donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses à revoir. Là, c'était sur le fait qu'ils communiquent sur le ProPlanet, qui ne veut pas forcément dire grand-chose. On a Colissimo qui envoie une notification en disant on est neutre en émissions carbone, sans astérisque, sans rien de plus. Donc en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire avec les petites icônes d'arbres et de planètes. Donc ça a été épinglé. Ici, on a courir le monde et le préserver, alors qu'on parle d'une gourde recyclée. Donc, on ne préserve pas le monde en achetant une gourde recyclée. En tout cas, ce n'est pas du tout assez précis sur ce qu'on doit dire sur la gourde. Ici, la rosée à droite, on parle de le meilleur pour nos bébés et pour la planète et éco-responsable en bas, mais on n'a absolument aucune justification, indication derrière, précision. Est-ce que c'est parce que c'est recyclé? Voilà, donc c'est beaucoup trop large, beaucoup trop générique. Ici, on a bon pour vos animaux, bon pour la planète. Le fait d'acheter des croquettes n'est pas bon pour la planète. Voilà, ça ne va pas améliorer l'impact général sur la planète. Donc, il faut être beaucoup plus précis que ça aussi. Et ça a été épinglé pour ça. On a un kit écologique, qui est une allégation très générique, hein, écologique. Alors, effectivement, on peut utiliser des matériaux recyclés, mais ici, on n'a aucune information sur le pourcentage de matières recyclées, par exemple. Patagonia, qui est pourtant une marque très reconnue pour son implication dans le respect de l'environnement, mais ici on parle de protéger des océans avec des vêtements, mais on ne protège pas des océans en achetant des vêtements. Ça induit, voilà, c'est des claims qui sont trop peu spécifiques et qui induisent en erreur le consommateur. Si je peux juste ajouter un élément Oui. sur Patagonia, à leur décharge, c'est l'agence de communication qui a envoyé ce mail à tous leurs clients sans demander l'accord de Patagonia. Donc c'est de l'agence de communication qui s'est tapé sur les doigts, mais non, c'est pas Patagonia directement. Mais cet exemple est chouette pour mettre en avant que ça peut arriver même aux meilleurs, même Ouais. si c'est pas directement eux, et que ça se joue dans des mots et de la nuance. Tout à fait. On va peut-être pas avoir le temps de tous les passer. Non, je pense que ça donne une bonne vision. Ouais. Voilà, ici, on dit 0 g de CO2 dépensé alors qu'on a juste dématérialisé du papier. Mais l'activité engendre énormément de CO2, donc on ne peut pas communiquer comme ça. Voilà, il y a pas mal d'exemples et je vous invite à aller voir. Vous les aurez et challengez-vous vous-même. Vous avez dans le lien, dans le chat, le lien aussi du Marketing Challenge. Vous retrouverez tous ces exemples, hein. On enverra la présentation. Oui. Je crois qu'il y a celui-ci qui te plaisait bien. Allez, pour un dernier quand même. Celui-ci est intéressant parce que prennent- celui-ci est assez subtil dans sa compréhension. Donc, merci de nous avoir choisi pour émettre ensemble moins de CO2. Effectivement, le train par rapport à l'avion émet moins de CO2, pas de souci avec ça. Par contre, on le voit moins sur l'image de droite, tout à droite, mais on a un 50 fois moins, 80 fois moins, et on compare à d'autres modes de transport. Donc, la plainte a été effectuée par la FNAM, si je ne dis pas de bêtises, qui est liée à l'aviation, qui a épinglé la SNCF, cette fois pour la véracité de leurs chiffres, en fait, qui ne sont pas exacts et que leur système de calcul ne permet pas de dire que c'est 80 fois moins, les données sont erronées. Donc là, c'est plus spécifique, il faut aller creuser, mais c'était les données elles-mêmes qui étaient erronées dans ce comparatif-là.
Bon, alors, je suis désolée, en termes de timing, on est hors timing. Il y a un moment d'échange qui, du coup, est réduit. Il n'empêche qu'on reste, on va rester connectés pour ceux qui le peuvent. Je reparcours un petit peu. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges qui sont riches, qui nous apportent énormément d'informations, de concret. Si je refais un petit tour dans le chat, il y a eu un commentaire sur les sanctions qui porteront uniquement sur les allégations environnementales. Oui, donc là, je réponds, il ne s'agit pas là, dans ce texte, d'allégations comme économique, le sans bruit ou le sans odeur. On est bien focus sur les allégations environnementales telles qu'elles ont été définies. On a Franck qui nous partage une méthode de vérification de la déclaration selon la norme ISO 17029. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Non. Pas particulièrement. Non, voilà. Mais si ça peut aiguiller, c'est super. Merci pour le partage. Voilà. Elsa se pose la question des quid des labels qui ont été créés par des marques et qui pourraient être approuvés par l'AFNOR, comme le Green Impact Index. Donc la question, seront-ils tout de même acceptés par la directive Green Claims? Margot, peut-être? C'est une bonne question. Ouais. Ce que cette personne peut aller voir, ce qui peut être intéressant, c'est le détail en fait des textes qui peut être amené à changer, hein, encore une fois. Typiquement, les labels doivent être transparents sur qui en est propriétaire, qui participe aux discussions pour fixer les critères, mais notamment les labels doivent être ouverts, c'est-à-dire que si une entreprise veut rejoindre un label, il faut que ce soit ouvert. Et il y a aussi un critère sur la définition donc, de ce qui fait le label, donc tous les critères environnementaux que couvre le label. Ça doit être mis en consultation à un nombre de parties prenantes, à un type de parties prenantes large, donc typiquement la société civile, les ONG, etc. Donc pour ce genre de labels qui sont, je ne sais pas dans ce cas précis, mais quand il s'agit de labels qui sont faits par des entreprises qui ne sont disponibles que pour ces entreprises elles-mêmes qui ont fondé le label et dont les critères ne sont pas du tout ouverts à consultation ou ne sont pas particulièrement publiés, typiquement, ils vont avoir des problèmes avec cette directive. Il faudra voir le détail, c'est-à-dire lesquels passent entre les mailles du filet ou pas. Certains vont probablement changer la manière dont ils travaillent pour pouvoir entrer en conformité, mais c'est pas sûr. Et il y avait aussi une question sur les autolabels, comme c'est un peu lié. Les autolabels sans certification scheme en anglais, je ne saurais pas la traduction exacte en français, sont interdits par la nouvelle loi sur les pratiques déloyales. Donc, une entreprise qui fait un label sur ses propres produits sans certification indépendante, ça va être interdit. Peut-être un mot, moi je rebondis aussi sur, il y a un point spécifique sur les notations agrégées dans la directive, donc ils doivent se baser sur la régulation européenne, et donc on a pas mal d'éco-scores ou de scoring qui seront du coup pas conformes. Si tu valides ça, Margot? Si cette ligne dans la directive passe, effectivement, des choses comme l'EcoScore ou le Planet Score, enfin, en tout cas, toutes ces initiatives qui ne sont pas dans la loi, qui ne sont pas fondées dans le droit européen, etc., devraient disparaître. L'idée, c'est de ne pas avoir une multiplication des scores agrégés sur l'environnement. Donc, par exemple, un EcoScore et un Planet Score qui couvrent à peu près le même champ d'application, potentiellement sur le même produit, mais avec un résultat différent parce qu'ils ont des méthodologies différentes, c'est considéré comme un peu problématique. Maintenant, je sais que ça fait partie des éléments qui sont un peu remis en cause dans les amendements, donc il faudra voir si ça reste. Et juste en un mot, en accord avec ça, hein, on a un indice de réparabilité en France, on va avoir un indice de réparabilité européen, et donc l'européen prendra le pas sur le français justement pour éviter d'avoir cette prolifération de scoring. Ça va dans le même sens, le même état d'esprit que les Green Claims aussi. Tout à fait. Et enfin, dernier commentaire, Stéphanie, sur le quid du B2B, qui est effectivement souvent mis à l'écart, hein, notamment sur ces scorings. Et là aussi, donc dans le cadre de la directive Green Claims, est-ce qu'il y a des pistes là-dessus, Margot? Tu sais si Non, absolument pas. C'est vraiment Okay. lié au droit du consommateur et donc le B2B est complètement exclu. Maintenant, ce qui est bon pour le consommateur est aussi bon pour une entreprise. Complètement, et qu'il y a des vrais enjeux sur aussi la consommation responsable dans les appels d'offres des collectivités et ainsi de suite. Donc, il y aurait en tout cas un enjeu. Parfait. J'espère que je n'ai rien oublié. On est à 5 minutes déjà de la fin de ce webinaire.
Merci encore. Le replay, les documents seront accessibles. On vous invite à suivre les actualités d'ICOS, de GiveAction, qu'on vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir apporté votre éclairage sur cette thématique-là. On vous en reparlera évidemment. On va suivre tout ce qui arrive et toute l'actualité autour de cette directive. Merci François, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions additionnelles. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Oui, merci Margot, Merci. Maxime, Elsa, merci à tout le monde pour votre participation, vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer un mail aussi si vous avez des questions résiduelles ou à Margot, voilà, on essaiera d'y répondre. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Merci à tous.